Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Je suis tellement heureux que vous êtes là pour écouter à cet épisode. Et comme je l'ai dit auparavant dans d'autres épisodes, une des raisons que j'aime enregistrer et puis faire le podcast, c'est certain, c'est que ça me donne l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires de partout au pays, puis des fois à l'extérieur du pays en plus de ça. Des gens, surtout en éducation, du monde comme nous autres, qui travaillent fort, qui ont un impact aussi sur le terrain. Et puis, c'est important qu'on puisse partager, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe et puis comment d'autres personnes abordent leur leadership, comment est-ce qu'ils font sur le terrain, quelles sont leurs pensées, leurs philosophies. On a besoin d'entendre ça, hein. Ça nous donne différentes perspectives de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et puis, tu sais, parfois, ben, ça peut nous donner des idées par rapport à comment nous, on peut améliorer notre pratique, tu sais, des choses qu'on peut essayer au niveau de la salle de classe si je suis un enseignant ou une enseignante, au niveau d'une direction d'école, là, si je suis leader d'une équipe. Donc, c'est très riche, une belle façon de se développer, puis en même temps d'apprendre à connaître des personnes, tu sais, en particulier ici, là, en éducation francophone en Ontario, parce que nous avons un Ontarien aujourd'hui ici comme invité. Et puis, Gabriel, ben Gabriel m'a envoyé un courriel à un moment donné. Ça fait que j'aime toujours beaucoup recevoir des messages de gens qui écoutent au podcast, et puis c'est vraiment apprécié. Et puis là, j'ai dit, ben écoute, là, tant qu'à écrire un courriel, ça te tente-tu de venir jaser sur le podcast? Étant donné que Gabriel est un prof, mais il va nous parler de lui. Donc, Gabriel Despatie, je te souhaite la bienvenue au podcast. Merci de m'avoir, Joël. Hey, c'est le fun de t'avoir, puis j'apprécie que tu prennes le temps un samedi matin comme ça. On s'est rencontrés déjà avant, puis on a jasé un peu avant de faire l'enregistrement, mais j'apprécie beaucoup que tu fais le temps pour nous autres, pour venir jaser de c'est qui tu es, puis qu'est-ce que tu fais, ta vision des choses. On va jaser de certaines petites thématiques aujourd'hui, sachant que les gens qui nous écoutent, Gabriel garantit, puis je l'ai dit avant, garantit qu'il y a quelqu'un qui va écouter, qui a besoin d'entendre quelque chose qu'on va dire aujourd'hui. Et puis ça, c'est la beauté du podcast, de pouvoir ajouter de la valeur aux autres. Et puis comme je vous ai dit dans l'épisode que je viens de publier vendredi, ben, c'est quand on ajoute de la valeur aux autres, c'est une belle façon d'avoir une signification, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le but du podcast. Donc, je suis vraiment heureux que tu es là, Gabriel. Avant de commencer, avant qu'on saute là, dans le beurre, comme qu'on dit, afin que les gens puissent apprendre à te connaître, Gabriel, pourrais-tu nous parler un peu de toi-même? Tu sais, qui tu es, où tu habites, dans quel conseil scolaire tu es, avec quelle école, et puis n'importe quelle autre information que tu aimerais partager avec nous. Ben, premièrement, Joël, merci d'avoir créé un espace où ce que les éducateurs peuvent se connecter et apprendre des uns des autres. Je pense Ben, que moi, j'ai tiré beaucoup de valeur de tes podcasts et de ton livre et j'ai ah, hâte merci. de partager mon expérience personnelle. Juste là, le livre. Oui, c'est juste là. Merci, je Je l'apprécie. l'ai. Ah, regarde-moi donc ça, c'est tellement beau. Ben, merci, merci pour ton appui aussi, hein. Donc, c'est vraiment apprécié, Gabriel. Puis j'apprécie que tu aimes les épisodes de podcast parce que ça t'amène de la valeur parce que, ben, comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on fait ça. Et puis là, ben, on va avoir la chance de vraiment jaser ensemble, hein, puis de défricher certaines thématiques et puis d'aller voir ben, Gabriel Despatie, lui, là, comment est-ce qu'il fait ces choses-là. Donc, Gabriel, toi, tu es dans le sud de l'Ontario, n'est-ce pas? Mhm, c'est ça. Donc, premièrement, au sujet de moi, j'aime toujours commencer par parler au sujet de qui je suis Oui, avant de parler de qu'est-ce que ben je oui. fais. Je suis quelqu'un qui est très curieux, créatif, qui fait beaucoup de choses avec intentionnalité et avec optimisme. Puis ça, c'est vraiment le point de départ pour tout de qu'est-ce que je fais. Hmm. Je suis originaire du nord de l'Ontario, de Sudbury. Ouh, Et j'ai voulu être enseignant depuis que j'étais un enfant. Je OK. me rappelle lorsque j'étais lors des fêtes de Noël, j'étais en train de jouer à l'enseignant avec ma famille. J'ai donné des tests de mathématiques, puis il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres. Mais T'avais-tu une grille d'évaluation dans ce temps-là ou je pense pas qu'on s'en servait, hein? on commençait un peu, mais puis il y avait, c'était vraiment plaisant de faire ça. Puis là, j'ai voulu continuer. J'ai eu la chance d'aller à l'Université Laurentienne. OK. J'étais la première cohorte qui a vécu deux ans à l'École des sciences de OK. l'éducation, OK. qui m'a permis de faire 4 stages qui étaient excellents. J'ai OK. fait 4 stages à 3 différentes écoles, à l'École Saint-Denis, à l'Horizon et à mon école ancienne, McDonald-Cartier.
Donc, ça m'a OK. vraiment donné la chance de vivre différentes expériences qui m'ont vraiment aidé à progresser. Ouais. Ouais. Donc, Puis oui, vas-y. ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un emploi au sud de l'Ontario, à Aurora, à l'école secondaire catholique Renaissance. Hmm. Et c'est là où ce que j'œuvre depuis 9 ans. Et à Renaissance, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs différents rôles. J'ai enseigné plusieurs différentes matières, les OK. mathématiques, sciences, géographie, sciences, français, Hmm. English. Et j'ai eu un peu de différents rôles de leadership en tant que facilitateur, OK. en tant que conseiller en orientation et lead pour la CUA, la conception universelle de l'apprentissage. OK. Donc, beaucoup de différentes petites choses. Ça va dans un 9 ans très, très mouvementé, mais j'ai trouvé ma place et je suis très content de ce que je suis. Oui, mais surtout quand, tu sais, quand ça fait 9 ans qu'on est dans la même école, là, c'est la même école, hein, ça fait 9 ans, tu disais. Ça, c'est un grand investissement, puis on vient attacher à notre école. Tu sais, c'est notre chez nous, puis c'est notre culture, c'est nos gens, c'est nos élèves. Puis ça, c'est la beauté hein, quand on est parmi un groupe de personnes avec qui on peut œuvrer, puis je parle du personnel en particulier, parce que les jeunes, c'est une école secondaire 9 à 12, Gabriel, c'est ça? Peut-être à ma 12e. Septième à douzième année, donc tu sais, tu vas avoir des jeunes pour peut-être 6 ans, là, s'ils sont là de 7 jusqu'à 12, fait que les autres, après 6 ans, ils passent, mais le personnel, ben, peut-être qu'il y en a qui vont rester plus longtemps. Donc, on a la chance de développer des façons de faire, des relations importantes et solides. Puis ça contribue tout à ce qu'on est capable de faire ensemble comme équipe, n'est-ce pas? Donc, 9 ans dans la même école et puis au secondaire en particulier. Est-ce que tu enseignes au 7-8 ou juste comme 9-12? Les 7e et 8e, en particulier les 7e années. Donc, OK. ça fait 9 ans que j'enseigne les mêmes matières, mais je remarque que chaque année, je fais quelque chose de différent. Donc, lorsque je débute mon année scolaire, c'est comme je recommence au début. Je me considère toujours comme débutant. OK. Est-ce que tu as toujours enseigné pas mal au niveau intermédiaire? Oui. OK. Moi, j'ai fait ça, hein. Moi, j'ai débuté ma carrière en enseignement, c'était à l'intermédiaire. Et puis, en 7-8, j'enseignais surtout les sciences. Moi, j'ai fait mon bac en chimie. Ça fait que en sciences, pendant, c'était, je dirais, là, mes premières 4 années, 3-4 années, là, en 7-8. Et puis, là, je suis allé au secondaire après comme prof de chimie. Mais ma première assignation comme direction d'école était à North Bay. Puis, à l'époque, ben, il y avait l'école Cité des Jeunes qui était une école de 7e, 8e année seulement. Il y avait à peu près 200 élèves. Fait que, tu sais, j'ai été direction dans cette école-là pendant 4 ans. Donc, je connais bien le monde des adolescents de 7e et 8e année. Puis je dis pas ça parce que c'est négatif. Je dis ça, c'est parce que c'est tellement. J'ai toujours trouvé ça tellement un challenge intéressant. C'est un âge de transformation, de changement, autant physique que psychologique. C'est même au niveau de personnalité. Ça fait que, tu sais, habituellement, quelqu'un qui travaille ou qui œuvre dans ces niveaux-là, ben, tu sais, on a beaucoup de facteurs là, qui viennent en jeu. Là, tu sais, des jeunes de 7e, 6e, 7e jusqu'à à peu près 9e, 10e année. Là, tu sais, il y a bien des hormones qui se brassent là, dans ces années-là. Mais tu sais, je vais te poser une question par rapport à ça, Gabriel, puis ça n'est une qu'on avait jasé là, tu sais, avant l'enregistrement. Quand tu penses à tes débuts en enseignement, là, en 7e, 8e année, puis on peut prendre 7 et 8 comme exemple en particulier, c'est à toi de décider, là, mais de quelle façon est-ce que ça a changé? Tu sais, depuis que. Parce que ça fait 9 ans, comme tu disais, le 9-10 ans. Ça, c'est bien de l'eau qui coule en dessous du pont. Là. C'est beaucoup d'années qui a passé. Fait que, c'est-tu différent maintenant que qu'est-ce que c'était avant? Est-ce que tu remarques une différence ou est-ce que c'est pas mal pareil? Je remarque un gros changement, surtout de la façon que moi, j'approche les choses. OK. Au début, je faisais une classe qui était très traditionnelle. Mhm. Moi, en avant de la classe, qui est en train de diriger le groupe, qui parle pour la majorité de la période. Les élèves qui sont assis en rang d'oignon, qui sont en train d'écouter, Ouais. de prendre les notes. Par exemple, je leur demandais tous de surligner la même chose, de la même couleur. Tout le monde faisait plus ou moins la même chose. Puis j'avais un peu de la difficulté avec ça parce que je voyais que j'avais pas vraiment l'engagement des élèves. OK. Les élèves étaient juste en train d'écouter, mais il y avait des élèves forts qui avaient déjà appris la leçon, Mhm.
qui était, il y avait de la misère à suivre parce que c'était trop, pas assez avancé pour eux. OK. Et au Ouais. contraire, il avait les élèves qui étaient un peu plus faibles ou qui n'avaient pas compris les premières choses que j'avais dit. Donc, je pensais que c'était comme un peu une perte de temps, juste moi en train d'enseigner. Donc, j'ai voulu trouver une façon pour mieux engager OK. les élèves. Et j'ai eu un collègue qui m'a proposé la classe inversée, le flipped Oh, classroom. oui, 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 oui. Et ceci a vraiment changé le tout pour moi. Donc, j'ai commencé à créer des vidéos, surtout en mathématiques, des vidéos de 5 à 10 minutes dont j'explique les concepts. Ouais. Et donc, la classe inversée, c'est que le tout est inversé. Donc, au lieu que j'enseigne pendant la leçon en salle de classe, l'enseignement explicite, mais elle se fait à la maison. Donc, Mhm. les élèves vont visionner cette vidéo de 5 à 10 minutes. Je peux ajouter des questions dont ils peuvent répondre les questions, me poser quelles sont les choses qu'ils n'ont pas compris. Et j'ai aimé ça parce que les élèves forts pouvaient visionner la vidéo dans 5 minutes, puis c'était terminé. Mhm. Mais les élèves qui avaient besoin un peu plus d'aide, je voyais qu'ils pouvaient mettre une pause sur la vidéo, le recommencer, C'est vrai. prendre des notes, C'est vrai. plusieurs différentes choses. Il y avait des élèves juste avant les évaluations qui revisionnaient les vidéos. Si un élève était absent, il était capable de visionner la vidéo, la leçon qu'il a manqué. Donc, il y avait beaucoup de bénéfices. Puis là, ça me permettait un peu plus en salle de classe d'avoir beaucoup plus de temps pour que les élèves puissent Mhm. travailler. Donc, on commençait le début de la journée avec une récapitulation de la vidéo et du concept. Mhm. Et là, les élèves pouvaient commencer leur travail. Ça me donnait aussi la chance de circuler en salle de classe et de répondre aux questions, puis donner des défis, etc. Donc, c'est quelque chose qui a bien fonctionné pour moi pour plusieurs années. Puis, j'ai été très chanceux lorsque COVID a commencé, mais Ben oui. j'avais déjà toutes mes vidéos de préparer. Donc, mon expérience, Wow. j'ai vraiment eu beaucoup, j'avais beaucoup de ressources à utiliser. Donc, j'étais Ouais. chanceux pour ça. Et maintenant, ces vidéos, je peux encore les utiliser. J'ai quelques collègues, par exemple, qui enseignent les mathématiques pour la première fois. Donc, j'ai la OK. chance de partager les vidéos Ah, OK. et eux autres, ils vont partager avec les élèves. Donc, c'est une ressource qui se renouvelle, donc j'aime beaucoup ça. Après, par contre, j'ai remarqué que les élèves étaient un peu plus, il y avait plus de temps à travailler en classe, mais ils n'étaient pas nécessairement en train de penser. Moi, je voulais vraiment que les élèves ont la chance de réfléchir eux-mêmes, à découvrir des nouvelles choses. Ouais. Je pensais toujours à quelques activités que je faisais au cours de l'année scolaire où ce que tout le monde était engagé, tout le monde participait, puis Mhm. je voulais un peu plus de ces moments. Ouais. Donc, j'ai commencé à apprendre. Un collègue m'a mentionné au sujet de la classe collabo-réflexive, le Building Thinking Classroom, Mhm. qui est une approche où il y a 14 pratiques pédagogiques que je mets en place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans les 5 dernières années très tranquillement. Donc, ça a pris beaucoup de temps et d'efforts et je suis continuellement en train de bâtir sur ça. Ouais. Mais ces principes se reposent sur, ben, premièrement, les élèves sont engagés à découvrir les concepts. C'est pas moi qui sont en train de expliquer les choses, c'est eux qui sont en train de découvrir, de réfléchir pour essayer de faire sens de les nouveaux concepts. Et dans la classe, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que les élèves donc, si tu rentres dans ma classe, tu vas remarquer que moi, comme enseignant, je parle pour moins de 5 minutes au début de la classe. OK. Ensuite, les élèves, je leur donne une carte à jouer avec un numéro. OK. Et il y a des stations en entour de la classe et les élèves sont divisés au hasard en groupes de trois. Et chaque jour, ils ont un différent groupe de trois à une différente station. Cette station est une station qui est verticale, donc ça peut être effaçable, vertical et effaçable. Donc, ça peut être un tableau blanc vertical, ça peut être une fenêtre,
ça peut être le tableau blanc, Ouais. n'importe quoi qui est effaçable. Et les élèves ont seulement un marqueur, donc ils ont besoin de se communiquer entre les uns et les autres. Ils doivent faire preuve de persévérance puisque les tâches vont commencer. Il y a un point d'entrée pour tout le monde. Donc, la séquence de tâches va commencer avec quelque chose où ce que tout le monde peut entrer dans la tâche, tout le monde peut commencer à résoudre. Ouais. Et ensuite, les défis, ça continue, ça continue. Dans une classe collabo-réflexive, il n'y a jamais de fin. Donc, si un groupe a terminé une tâche, ils vont recevoir une nouvelle tâche. Et si on a terminé une tâche, c'est toujours une nouvelle tâche. Ouais. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que la mobilité d'informations se partage très facilement. Donc, si les élèves ont une question, ils ont moins tendance à venir me voir, puisqu'ils savent que une autre pratique, c'est que l'enseignant va répondre à le moins de questions que possible, qui est pas mal. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés avec parce qu'on veut vraiment Ben oui. vouloir donner les réponses aux Oui. élèves. Mais juste le fait de leur reposer une question, que penses-tu? Est-ce que tu peux demander à quelqu'un d'autre? Là, les élèves, on voit qu'ils commencent à se parler les uns les autres et je trouve que je donnais pas assez confiance à mes élèves. Ils sont Hmm. capables d'accomplir tellement de choses que moi, avant, j'ai donné la réponse, mais ils Ouais. sont capables de trouver la réponse Ouais. eux-mêmes. Ouais. Donc, je trouve que cette pratique, je vois vraiment un niveau d'engagement très élevé, une collaboration entre les élèves, une persévérance, une prise de risque, puis juste le fait que les élèves puissent travailler avec différentes personnes et d'apprendre de leurs collègues. Ça, et je fais ça dès la première journée. Là, ils sont divisés en groupes OK. et sont capables de vraiment partager tout au cours de l'année scolaire. Et à la fin, le dernier tiers du cours, c'est là où on fait une consolidation, où ce qu'on peut partager les idées les autres. Et moi, mon rôle un peu comme enseignant, c'est moins, c'est un peu plus de guider les élèves dans la bonne direction. Hmm. Donc, je vais aller voir un groupe et dire, oh, voici qu'est-ce qu'un groupe a fait. Ils ont utilisé une stratégie. L'autre groupe a utilisé une différente stratégie. Et ça, je trouve que c'est très valorisant puisque les idées viennent des élèves et ne viennent pas de moi. Exactement. Et je trouve que j'ai tellement appris des nouvelles choses, des stratégies qui sont plus efficaces que les miennes. Parce qu'au début, comme c'était ma façon, voici comment faire les choses. Mais là, c'est juste incroyable les choses que les élèves me partagent. Et là, j'y pense et c'est comme, wow, j'avais jamais, ça fait 9 ans que j'ai Ouais. enseigné le Ouais. même cours avec différents groupes et j'ai jamais vu cette stratégie. Donc, ça vraiment, cette approche a vraiment changé le tout. Puis, ça devient un peu comme un jeu pour moi. Chaque jour, je peux observer tous les groupes. Disons qu'on a 9 groupes de 3 Ouais. au hasard. Je suis capable d'observer les 9 groupes et moi, je suis capable de rentrer, de sortir avec un indice ou une extension pour les groupes qui l'ont besoin. Mais en général, avec la pratique, les élèves sont très habitués à, lorsqu'ils t'amènent une question, ils viennent en avant chercher la prochaine question et ils savent qu'il n'y a jamais de fin qui fait en sorte qu'ils sont vraiment en train de juste continuer et être présents. Je pense que c'est juste la présence des élèves, de savoir que les questions ne sont pas numérotées et qu'ils n'ont Mhm. pas de fin. Hmm. Ils sont vraiment présents sur la Hmm. question telle qu'elle aussi présents qu'ils ne vont jamais se copier les uns les autres. Même si la station est juste à Et juste côté, à ils peuvent juste côté. regarder et copier. Ils ont tellement de fierté dans leurs propres travaux ils vont juste être concentrés sur leur travail, sauf s'ils ont besoin d'un indice ou juste de quelque chose. Là, ils Exactement. vont aller voir, ils vont aller voler une idée d'un C'est autre ça. juste pour C'est leur ça. faire continuer à penser. C'est ça. Donc, si j'aurais à juste faire un sommaire de tout ça, c'est juste l'engagement des élèves, Hmm. leur faire penser et la collaboration. Je vois un langage mathématique que j'ai jamais vu avant. Si tu rentres dans la classe, tu fais juste entendre de la mathématique, puis c'est tellement beau à voir.
pour moi, comme enseignant, toutes les différentes stratégies et toutes les nouvelles choses que moi, je peux apprendre Oui. des élèves. Oui. Non, j'aime beaucoup ça. Gabriel, tu sais, la classe collabo réflexive, c'est une approche très, très puissante parce que, surtout à cet âge-là, tu sais, septième, huitième année, c'est là qu'on commence à découvrir notre vouloir d'indépendance et puis de faire ça par nous-mêmes, puis de notre façon. Donc, c'est une belle approche où est-ce que les jeunes, justement, ont fait appel à leur autonomie beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus de prise de décision à faire. Ils doivent figurer des choses de leur propre façon. Il y a différents points d'entrée, comme tu as dit. Fait que c'est pas un one size fits all. Puis s'il y a quelque chose que des adolescents n'aiment pas, c'est quand on applique des one size fits all par rapport à eux. Donc, ça vient répondre à plein, plein, plein de différents besoins au niveau de comment que on aime apprendre. Puis quand on pense aux adultes, là, Gabriel, là, tu sais, dans des formations que nous autres, on vit, mais la classe collabo réflexive, oui, en mathématiques, mais on peut le faire aussi avec d'autres matières. Et puis en développement professionnel, on utilise cette stratégie-là. Tu sais, on est en formation, nous autres, les adultes, là, ou une journée pédagogique, ou je ne sais pas trop quoi, même avec moi, j'utilise cette méthode-là. Où est-ce qu'on demande aux gens, ben regardez, là, on a mis des post-it géants sur les murs, là, puis on va se diviser en Mm. petites équipes, puis on va aller. Ben, c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est en train d'habituellement traiter d'une idée. Puis souvent, ça peut être la même idée, mais on veut que différents groupes ressortent différents éléments de cette idée-là. Ça permet aux gens d'entrer à différents points, de discuter avec différentes personnes. Comme tu as dit, s'ils n'ont pas d'idée, ben, ils peuvent juste jeter un petit regard là-bas pour voir, ah, OK, c'est ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis là, ils sont capables de commencer. Donc, ça leur donne accès à d'autres élèves ou d'autres personnes aussi pour les aider. Donc, tu sais, c'est que ça amène tout cet apprentissage-là, mais de le faire d'une différente façon qui répond beaucoup plus aux besoins, je pense, de l'être humain. Puis ça, c'est d'être capable d'avoir un certain contrôle puis certaines décisions par Mhm. rapport à comment j'apprends. Puis tu l'as bien dit, Gabriel, ton rôle comme prof, mais c'est accompagnateur, c'est coach, c'est mentor, c'est toutes ces choses-là, c'est de questionner. Parce qu'à un moment donné, tu as raison là, quand tu as dit on veut leur donner la réponse. C'est naturel. Si on est parent d'enfants avec nos enfants, on fait la même chose. On ne veut pas les voir souffrir, là. C'est ça l'affaire. On ne veut pas qu'il y ait de la Mhm. misère, mais on doit accepter que c'est dans la misère, puis dans des moments plus difficiles qu'habituellement on va apprendre. Ça fait que ça nous permet de s'exercer à faire ça aussi, à pousser ces groupes-là à pouvoir trouver leur propre solution puis leur propre façon de trouver la solution. Donc, ça a été un grand succès avec ces élèves-là, n'est-ce pas? Mhm. Oui, exactement. Puis je peux le voir, tu sais, pourquoi que ça l'est. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui aimeraient peut-être essayer ou faire de la recherche par rapport tu sais, à l'approche de la classe collaborative, bien, faites un Google parce que c'est un peu partout. Ça fait déjà longtemps que ça existe. Et puis, tu sais, si tu n'as pas des fenêtres dans ta classe, parce qu'on peut, Gabriel disait qu'on peut utiliser une fenêtre avec un marqueur qui est effaçable. Mais ce n'est pas toutes les salles de classe qui ont accès facile à des fenêtres de même. Donc là, ça va prendre peut-être un petit investissement de tableau blanc, mais c'est pas des tableaux blancs chers. C'est pas obligé d'être non plus des tableaux blancs qui ont 6 pieds d'eau. Ça peut être tu sais, des tableaux blancs à peu près cette grosseur-là. Et puis les élèves ont la chance ou tu sais, l'opportunité de pouvoir travailler ensemble. Même dans certaines de mes écoles, Gabriel, on avait mis cette approche-là en place dans une salle de classe. Et puis, on avait l'option d'acheter des tables où est-ce que la surface était effaçable. Mais ces tables-là étaient un peu dispendieuses, donc on n'achetait pas gros. Donc là, on avait trouvé une peinture, imagine. Je ne sais pas si tu savais ça, mais il y a une peinture qui existe que tu peux peinturer de la surface, disons, d'une vieille table ou un vieux pupitre, et puis ça devient un espace effaçable. Fait qu'on avait même, oui, on avait même trouvé des galons de ça, et puis là, on avait peinturé ça pendant l'été, puis les élèves étaient bien contents. Donc, c'est une belle approche. Puis je peux voir comment que toi, tu as évolué dans ta pédagogie à dire, ben, regarde, je ne peux pas continuer à randonnion. Ça ne répond plus aux besoins ou ça ne répond pas aux besoins. Donc, te diversifier ta pédagogie, puis tu es allé chercher un format que les élèves ont beaucoup aimé. Ouais, ben, merci beaucoup pour l'idée. Je cherche toujours des nouvelles choses. Ça Donc, existe. Ça existe, la euh, j'ai, j'ai, peinture. j'ai vu beaucoup de créativité avec les enseignants pour les tableaux. Moi, je commande des wipe books qui Oui, coûtent un peu d'argent. oui. J'ai vu des rideaux de plusieurs différentes choses. N'importe quoi qui est façable. Tu peux aller à Dollarama, trouver n'importe quoi. Euh, Avec un peu de créativité, il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir. Absolument. Absolument. C'est faisable. On peut trouver des façons de faire. Puis ça bénéficie tout le monde. C'est comme toi, ça te bénéficie comme pédagogue, les élèves dans leur apprentissage. Et puis là, tu sais, tu parlais avec la classe inversée, dont j'ai connu très bien.
Puis ça fonctionne très bien aussi. Tu as parlé de partage. Là, tu sais, à un moment donné, la COVID a frappé et puis là, tout d'un coup, tu avais une belle ressource. Tu as pu partager ça avec tes collègues. Tu sais, donc, tu as assumé un genre de leadership à ce niveau-là. Et puis là, ça nous permet de partager ces stratégies-là avec nos collègues là, parce qu'il y en a qui vont dire: Hey, qu'est-ce qui se passe dans ta classe? Les jeunes ils aiment ça, puis Mm. j'aimerais bien ça en connaître davantage. Donc, il y a peut-être d'autres personnes dans ton personnel qui seraient intéressées à savoir, mais c'est quoi la classe tu sais, pédago-réflexive? Et puis, en parler à ta direction d'école aussi, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent bénéficier. Mhm. Je pense que le partage est vraiment important. Au début de la carrière, j'ai un peu de difficulté. Je pense Ouais. on a tellement un sentiment de fierté de nos ressources et on n'est pas toujours voulant de partager. Mais j'étais très chanceux dans notre communauté d'école à Renaissance. Dès mon premier jour, j'ai reçu toutes les ressources de mathématiques. OK. Quand on a des nouvelles enseignants, on fait le partage de ceci. Ouais. Puis pour moi, j'aime maintenant quand il y a quelqu'un qui, je vois qui est curieux, ça me fait vraiment plaisir de partager Hmm. soit une ressource ou une pratique et ensuite faire un échange. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent pendant les rencontres pédagogiques, pendant les rencontres du personnel, Mhm. on a beaucoup de valeurs qu'on pourrait apporter à d'autres personnes. Et moi, j'ai commencé pendant mes rencontres de CAP de juste demander aux enseignants de partager une stratégie ou un OK. moment qu'ils ont apprécié. Ouais. Puis des fois, même si tu as un collègue qui est assis à côté de toi, si on commence à se parler, il y a une chose, une pratique que tu peux adopter qui va Absolument. vraiment juste changer tout. Ça peut être aussi simple une activité ou d'une façon à faire, à gérer la discipline ou à engager les élèves. Je pense que juste le partage est très important. Puis c'est pour ça que j'aime ton podcast parce que j'ai vraiment appris de les autres éducateurs, soit que ce soit des enseignants ou des Mhm. directeurs ou autres. On a tous quelque chose à partager. Puis ça, c'est important de continuer à se rappeler ça. Exactement. Puis tu as raison, c'est important qu'on le fasse et puis qu'on devrait le faire d'une façon régulière. C'est peut-être une question de bâtir ça dans la routine des choses. Tu as parlé des rencontres, des réunions du personnel, des journées pédagogiques. Ben, c'est dans le format qu'on utilise pour ces rencontres-là. Est-ce qu'on est capable de bloquer un petit 5 minutes ou est-ce qu'on demande à différentes personnes hein, qui prennent leur tour de venir partager soit une stratégie réussite, une ressource qu'ils ont trouvée, quelque chose qu'ils ont vu passer dans les médias sociaux qui serait intéressant. N'importe quoi là, qui pourrait être une ressource ou une stratégie ou quelque chose qui pourrait aider nos collègues, mais ça se bâtit ça, dans la façon qu'on gère nos rencontres ou nos journées pédagogiques. Puis de faire ce temps-là, c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres moyens de le faire aussi. Il y a des profs ils vont créer des petites rencontres une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Un genre de, un genre de 15h30 à 16h moins quart, là, genre de choses, un petit 15 minutes où est-ce que ceux qui peuvent venir dans une salle, la salle de classe à quelqu'un, je ne sais pas trop qui, le local 205, et puis on va parler de stratégie. Il y a quelqu'un qui va présenter quelque chose ou va montrer aux gens comment ils peuvent utiliser des prompts pour l'intelligence artificielle pour faciliter leur travail. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est de créer, je pense, ces moments-là. C'est là que c'est important parce que sinon, ben, on va remplir ces temps-là avec autre chose habituellement. Et puis, on va finir par ne pas partager puis garder ça comme un petit peu isolé là, dans chacune des salles de classe. Donc, le partage, là, ça, je suis d'accord. C'est vraiment important. Donc, tu avais dit, Gabriel, en début, quand tu nous expliquais un peu ton parcours, que tu as assumé aussi des rôles de leadership à travers ta carrière. Puis tu pourrais en parler encore, mais quand tu penses, là maintenant, tu es, en salle de classe, n'est-ce pas? Donc, tu n'as pas d'assignation particulière en termes de lead dans l'école ou littératie ou c'est 100% prof en salle de classe, là, c'est ça? 100% en salle de classe, tandis que je suis facilitateur. On a OK, des rencontres pédagogiques chaque semaine parfait. que je dirige, mais je suis en classe. OK, j'aime ça, puis c'est important qu'on l'entende parce que ma prochaine question, Gabriel, c'est, ben, en termes de leadership, parce que tout le monde peut être un leader dans son environnement, c'est important qu'on assume ça, peu importe ton rôle ou ta position. Et puis, moi, je serais intéressé à savoir, Gabriel, tu as la charge d'enseigner à 100%, mais là, tu es facilitateur aussi. Donc, pourrais-tu nous parler un peu comme comment toi, tu vois ça prendre, comment tu assumes ton leadership?
dans ton rôle présent parce qu'on est bien occupé. Et puis, je pense qu'il y a peut-être des gens là, qui sont occupés, mais qui cherchent peut-être des façons qui peuvent assumer un leadership. Puis, dans le sens, le Gabriel, c'est que c'est des gens qui cherchent à ajouter de la valeur, à peut-être avoir un plus grand impact sur une plus grande plateforme ou sur un plus grand espace. Donc, toi, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu aboutis à pouvoir assumer ce leadership-là? Premièrement, je pense que le leadership, ça commence avec moi-même. OK. Je pense que pour être le meilleur leader, je dois remplir ma tasse avant de remplir celle des autres. Mm. Donc, juste prendre les moments pour assumer ma propre routine. J'aime, par exemple, faire mon entraînement le matin, faire mes propres choses. Je m'ai créé un petit défi cette année d'aller pour une marche OK. pendant mon dîner pour quelques minutes OK. pour juste me centrer. Et je trouve que ça m'a permis d'être meilleure version de moi-même. Mm. Et je trouve ça aussi, mon rôle de leadership a évolué, surtout de la façon que j'y pense. Je pensais au début qu'un leader, c'était juste une personne qui connaissait, qui avait toutes les informations, qui avait les bonnes idées. Et Ouais. j'ai appris que je veux vraiment écouter plus que je parle. Donc, OK. pour moi, par exemple, lorsqu'on est dans une rencontre et c'est moi qui gère la rencontre, je veux vraiment avoir un sens de comment est-ce qu'on se sent comme groupe. Puis c'est quelque chose que j'ai de la difficulté un peu avec parce que on a toujours, comme tu as dit, on est toujours occupé, puis on a un Mhm. ordre du jour qu'on doit suivre, puis on doit envoyer ça, puis des fois je me sens, OK, on doit retourner à le point 1.1, on doit retourner à ici, mais j'aimerais continuer à juste être plus présent, surtout pour écouter à mes collègues Mm. quelles sont les choses qu'ils ont besoin pour le moment, qu'est-ce que je peux faire pour leur aider. Mhm. Et j'ai aussi compris que c'est pas moi qui a toutes les réponses. Les réponses sont en entour de nous. Ça me fait penser un peu avec mes élèves aussi. C'est pas Ouais. moi qui a toujours les réponses. La plupart du temps, c'est mes élèves Ouais. qui sont capables de donner ceci. Donc, juste être capable d'aller demander à plusieurs questions, à plusieurs personnes, différentes questions pour avoir les réponses. Et aussi avoir le courage de dire soit aux élèves ou à mes collègues que je n'ai pas la réponse à ce moment ici. Mhm. Ça va me faire plaisir d'aller la chercher pour vous, mais c'est pas quelque chose que je peux répondre. Je trouve aussi que c'est important d'avoir les conversations courageuses, des conversations que Ouais. des fois, je veux pas avoir Mhm. avec mes élèves ou avec mes collègues qui sont souvent mes amis, mais juste avoir le courage d'aller et pour eux qu'ils comprennent d'où je viens. Mm. On est tous là pour s'améliorer les uns les autres, puis de se parler, puis avoir une constante communication ouverte. Je pense que c'est très, très important. Un collègue m'a dit que lui, il a une routine avec ses élèves qu'à la fin de la période, il va demander à ses élèves comment s'est passée la leçon, qu'est-ce que moi j'aurais OK. pu faire comme enseignant pour m'améliorer. OK. Et ça m'a vraiment inspiré puisque je pense que comme leader, les choses qu'on fait vont être représentées en salle de classe. Donc, si moi, je démontre à mes élèves que je fais des erreurs et je suis voulant d'essayer des nouvelles choses et de m'améliorer, je pense que les élèves vont suivre ceci. C'est souvent comme enseignant qu'on va dire des choses. Je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. Mais moi, j'ai commencé à juste faire les choses et les élèves, je pense qu'ils vont mieux te suivre quand tu vas faire les choses. Puis ça me fait penser à quelques années passées, j'étais en train on était en train de mélanger du béton, moi et quelques amis. OK. Puis moi, j'étais débutant, j'avais pas beaucoup de force, puis j'étais en train de pelleter le gravier. Pelleter le gravier, c'était une longue journée. Puis j'étais rendu très, très fatigué. Puis un de mes amis a parti de son poste et il m'a aidé à
OK. à pelleter OK. mon gravier. Et Ouais. c'était juste un geste de leadership. Il aurait pu juste me dire, oh, Gabriel, va plus vite ou Prends une plus ouais, grosse pelle. prends une plus grosse pelle. Mais je sentais, je ne sentais pas de jugement du tout. Je sentais juste il était présent pour voir que Ouais. j'avais besoin de l'aide. Et juste le fait qu'il était en train de m'aider m'a fait pelleter plus rapidement. Ouais. Donc ça me fait penser à l'école et à mon leadership. Souvent, je dis des choses, puis j'aimerais aider les élèves, aider à mes collègues à juste être le fait que moi, je peux être là pour eux au lieu Hmm. de juste leur dire des choses. Je pense que c'est beaucoup plus valorisant, puis ils sont capables de vraiment, ce sentiment va venir de d'eux. Hmm. Donc, pour moi, c'est une histoire qui m'a marqué. Et des fois, c'est juste les petites gestes simples que je fais qui ont un très grand impact. Par exemple, juste laisser une petite note de gratitude sur le bureau OK. de mes collègues Ouais. ou juste envoyer un petit courriel de remerciement. Ou j'avais un élève qui n'est pas en train de très bien réussir, puis un jour, il avait eu toutes les bonnes réponses, puis j'ai juste passé à côté de son bureau et j'ai dit, ah, j'ai oublié mon corrigé. Est-ce que ça te dérangerait si je prenais une photo de ton travail, puis je la mette à l'écran comme la solution? Hmm. Puis l'élève, tu voyais ses yeux, était tellement content. Quand j'ai parlé avec ses parents, le parent m'a dit qu'il était à la maison, puis Ouais. il a été très fier Ouais. de lui-même. Puis c'était juste un petit geste. Je trouve que juste faire une très, très petite chose, ça me fait penser à une autre histoire. C'est un gérant d'un restaurant. C'est un restaurant très élégant à New OK. York. OK. Et il était en train de nettoyer des tables. Et il a entendu une conversation, un groupe de quatre qui visitait à New York. Et il y avait visiter tous ces restaurants. Puis, mais une chose qu'il n'avait pas fait, c'est qu'il n'avait pas eu la chance de goûter un hot dog de New York. OK. Et ce gérant, immédiatement, a discrètement sorti. Il a acheté un hot dog et il a Wow. retourné à la table et il a servi le hot dog. Hmm. Si tu penses à cette histoire, tu penses à un hot dog dans un restaurant élégant. Ouais, ouais, ouais. On fait pas ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui me marque de cette histoire, c'est qu'il a été présent pour écouter aux gens et il a dit que la réaction de ce groupe était incroyable. Beaucoup Hmm. plus que s'ils auraient offert une bouteille de champagne Ouais. ou quelque chose de très cher. Ouais. Juste le fait qu'il était là pour écouter à leur histoire et pour rendre un service qui est propre à eux, ça le fait toute l'histoire. Donc, Mhm. ça me fait penser un peu comme, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on dit, mais comment est-ce qu'on fait sentir une Exactement. personne. Exactement. Et c'est vraiment ça, ma philosophie que j'essaie de vivre en salle de classe. C'est juste comment est-ce que je peux créer ces micro-moments de joie, ces micro-moments pour les élèves, pour mes collègues et pour toutes les personnes qui m'entourent. On parle vraiment de l'expérience, tu sais, comme leader. Puis une belle façon, c'est qu'est-ce que tu dis là? Je fais juste récapituler rapidement. Gabriel, c'est en gros, tu assumes ton leadership, pas juste en assumant des tâches. Parce que souvent, les gens vont penser à ça. Si j'assume mon leadership, ben, je vais en avoir plus à faire. Tu sais, je vais mener une cape ou je vais être un lead pour quelque chose. OK? Oui, des fois, ça amène des tâches, mais au niveau de l'être humain, là, c'est ça, là, vraiment, c'est là que ça se passe. Puis tu le dis à travers de toutes tes histoires là, que tu as racontées, c'est vraiment c'est être là pour les gens. C'est vraiment de s'assurer qu'on est en train de leur permettre de vivre une certaine expérience. Le hot dog, là, ça n'avait rien à faire, comme tu dis, avec la nourriture du restaurant ou le fait qu'on ne le fait pas ça habituellement. Cette personne-là a assumé son leadership et s'est dit, non, moi, je veux que la personne, lorsqu'elle est présente avec moi, lorsque j'ai une influence sur laquelle que je peux avoir sur elle,
mais je vais m'assurer que son expérience va être absolument incroyable, même si c'est un hot dog qui vient là, du gars avec le cart là, qui est juste 2 rues plus loin. Ouais. Parce que qu'est-ce qui est important, c'était l'expérience. Et puis, je pense que c'est important de garder ça en tête là, quand on se pose la question, tu sais, de quelle façon est-ce que je peux assumer mon leadership? Ben, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire là, comme auprès de tes collègues là, pour créer ces expériences-là? C'est qu'est-ce que toi, tu pourrais amener à la table puis contribuer à ta façon, à toi, là, à ta saveur, tu sais, pour que Mhm. les autres aussi puissent vivre ces belles expériences-là. Puis là-dedans, Gabriel, quand tu penses à ton leadership, là, parce que tu as quand même un leadership auprès de ton école, euh, mais pour que toi, tu puisses continuer à vouloir faire ça puis à grandir, là, ben, qu'est-ce que tu as besoin, toi, de ton leadership? Tu sais? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, j'ai besoin, comme j'ai dit au début, de avoir le temps pour moi-même, faire le temps pour faire les choses que j'aime. OK. Je sais que tu parles souvent d'intentionnalité, Mhm. puis d'anticipation. Pour Mhm. moi, c'est juste d'anticiper. Dans ton livre, tu parlais d'anticiper ton camping ou ton C'est ça. glamping. C'est ça. Pour moi, c'est des petites choses simples comme ma marche du dîner ou d'aller au restaurant le samedi ou d'aller passer du temps avec ma famille ou ma mère. Ouais. J'ai souvent hâte à ces moments Mhm. qui, avant, j'avais besoin des vraiment grandes choses pour me faire content. Mais maintenant, c'est juste d'essayer de trouver les petites joies dans les petits moments. Mhm. Donc, lorsque je suis à l'école, par exemple, j'essaie d'être présent pour voir un moment de joie OK. avec mes collègues. OK. On se parle souvent, on se fait des blagues, puis on fait beaucoup de petites choses juste pour rendre la vie un peu plus intéressante. On Mhm. est très chanceux d'avoir des collègues, de faire des activités comme on a fait quelques semaines passées où ce que tous les enseignants s'étaient tous déguisés. On avait un thème à chaque jour. On se déguisait tous Oh, ouais, en ouais. noir ou comme les années 90 où on se déguisait tous comme les élèves. Oui, oui, Puis, oui. juste une petite chose comme ça encore, les élèves ont tellement aimé ça. Puis, nous autres, comme enseignants, ça nous faisait le vouloir de venir à l'école. Mhm. Puis, pour les enseignants qui ont décidé de faire ceci, comme ça, c'est un autre petit moment de leadership qui ont dit, ils ont regardé au personnel et ils ont dit, le mois de novembre, c'est un mois qui est difficile. On a vraiment besoin de faire quelque chose pour augmenter la positivité et la Mhm. gratitude. Mhm. 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 Donc, juste avoir ces petits moments ou juste en salle de classe, moi, personnellement, j'ai souvent tendance à regarder à un ou deux élèves qui ne travaillent pas, puis, oh, c'est pas une Ouais, bonne leçon parce ouais, qu'il y a une personne qui ne participe pas. ouais. Mais récemment, j'ai commencé à juste faire un zoom out et juste observer. J'ai eu quelques juste moments de joie en juste prenant un 15 secondes à juste observer la salle de Ouais, classe ouais. en train de travailler et juste dire, wow, quel beau moment qu'on est en train de créer comme Mhm. enseignant, comme leader. Pour, je vois vraiment que les élèves sont eux-mêmes, ils sont capables de vraiment développer leur personnalité. Ouais. Puisqu'avant, quand ils étaient assis en rang, l'élève en arrière, il se sentait pas vu. OK. Personne ne le voyait, il était caché en Ah ouais. arrière, je le parlais presque jamais, mais maintenant, je suis en train de parler avec les élèves, ils sont en train de se parler avec les uns les autres. Donc, Mhm. ils ont plus tendance à être eux-mêmes. Et je vois ça comme j'ai une enseignante qui m'a dit, oh wow, ces élèves, leur présentation orale était excellente, comme ils ont tellement bien réussi. Ouais. Puis là, j'y ai pensé pour une seconde, mais ils sont confortables maintenant d'être eux-mêmes OK. et à se partager les uns les autres Mhm. et d'être là, comme je vois beaucoup d'empathie entre les élèves. S'il y a un élève qui n'a pas bien réussi une évaluation, OK. je vois 5 ou 6 élèves qui sont en entour d'eux en train Wow. de juste être avec eux quand un élève fait une évaluation, comme tu vois les élèves à côté qui sont fiers quand Ouais, il c'est a bien important, ça. réussi.
juste ce partage, cette communauté, Ouais, je pense qu'il est important. Donc, vraiment, comme le rôle de leadership, juste d'être capable, comme pour revenir à ta question, qu'est-ce que j'ai besoin, mais ouais, juste d'être présent, je pense que j'ai tout, qu'est-ce que j'ai besoin. Je pense que c'est excellent. tellement important pour moi Ouais. de juste voir c'est quoi les belles choses qui sont entourées en entour de moi. Bon. Des belles pistes là, pour les directions, là, disons que je dis ça pour eux, la direction adjointe, leader, facilitateur, lead, peu importe ton rôle, là, tu sais, comme de quelle façon est-ce que tu es en train de modeler là, les choses que Gabriel il vient de nous expliquer, tu sais, comment est-ce que toi tu t'arrêtes pour prendre avantage et puis remarquer avec les autres les petits moments, c'est Mhm. pour sentir les fleurs, là, en autre mot, là, tu sais. Comment est-ce que tu es en train de faire ça? Comment est-ce que tu es en train de créer ou faciliter la création d'expériences pour ton personnel? Parce que quand tu es leader, direction adjointe dans une école, là, tu sais, ta sphère, ta plus grande sphère d'influence, c'est auprès des adultes, pas les élèves, là. C'est les profs qui sont avec les élèves. C'est avec les adultes. Donc, comment est-ce que tu es en train de faire ça? C'est les choses que Gabriel a expliquées. Je pense que c'est important, puis ça peut ajouter beaucoup, beaucoup au développement de cette culture de confiance, là, tu sais, qui est à la base de toute équipe, là, tu sais, comme ça prend ça pour pouvoir faire tout le reste. Fait que c'est de toute beauté. Puis parlant d'être modèle, Gabriel, tu sais, j'aime toujours euh, célébrer les succès. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, ben, peut-être qu'on pourrait faire un petit shout-out à des collègues, là. Tu sais, habituellement, je vais dire à mon invité, ben, si tu veux choisir une personne, tu peux, mais c'est jamais juste une personne, puis c'est correct. Ça fait que, Gabriel, as-tu comme une collègue ou un collègue là, que tu aimerais dire, et ça, c'est une bonne personne, puis j'apprécie qu'est-ce qu'elle fait. C'est tout le temps bon d'entendre ça, n'est-ce pas? Ça fait que, parle-nous de quelqu'un, là. J'ai vraiment été chanceux d'avoir plusieurs personnes qui m'ont influencé de façon positive. OK? Surtout en éducation, je vais commencer avec mes stages. Donc, j'ai eu Alain, Michel et Eliane qui m'ont vraiment aidé à être moi-même et à prendre des risques et à me laisser faire des erreurs. OK? Moi, je suis quelqu'un qui aime le contrôle, donc ils m'ont aidé à vraiment me laisser faire les choses et me démontrer que c'est correct de laisser les personnes faire des erreurs. Donc, j'ai OK? beaucoup appris d'eux. OK? Ma première direction, Norma, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et qui est encore une mentor à ce jour. Elle est une personne qui prenait qui faisait beaucoup de réflexion avant de répondre à une Mhm, question. mhm. Et chaque question avait mon meilleur intérêt comme but. Puis j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Excellent. Une autre direction, Juliane, elle m'a marqué par sa positivité, sa gratitude. Elle nous donnait souvent des petits cadeaux, des petits gestes de remercie. Puis je me sentais que je voulais toujours venir à l'école. C'était un beau sentiment que j'avais. Mhm. Mes directions à ce moment, Marc et Chantal, j'aimerais leur remercier pour avoir confiance en moi. Je fais des choses qui sont différentes que les autres, mais ils ont, Il te donne la ils ont place pour le toujours, faire, là. C'est bon, ça. ouais, vraiment, Ouais. ils ont vraiment. Puis des fois, il y a des parents qui sont pas contents avec ces changements, mais ils ont vraiment mon côté, puis ils voient les choses que j'essaie d'accomplir, puis ils me supportent le plus que possible. Mhm, mhm. J'ai aussi Anne-Renée qui est une conseillère pédagogique et une mentor qui est juste quelqu'un qui est présent avec moi OK. pour jaser. On n'a jamais de sujet de discussion. La discussion peut aller n'importe où, mais elle est Mhm. là vraiment pour juste m'écouter et à me donner des conseils. Donc, j'apprécie beaucoup ça. Puis, comme je l'ai mentionné au début, juste mes collègues de travail, je pourrais tous les nommer, mais ça va prendre quelques heures. Mais j'ai un bon groupe de facilitateurs. On travaille très bien comme équipe. Puis, je pense qu'on commence de plus en plus de se partager des idées innovatrices Mhm. qui vont vraiment changer la façon qu'on va enseigner puis faire les choses à l'école. Donc, je suis vraiment chanceux d'être capable de partager avec eux. Et juste mes collègues en général, on a un tellement beau groupe qui
ont beaucoup, beaucoup de leadership en eux, soit que ce soit entraîner un sport d'équipe, Ouais, ouais. à créer des activités pour les élèves, à animer des activités, à partager des ressources. J'ai vraiment trouvé ma place à la naissance. Je voulais venir ici pour quelques années et revenir à Sudbury, OK. mais aussitôt j'ai su que c'était ma place. Puis chaque jour, quand j'arrive à l'école, je me sens bien et je veux continuer à venir à Wow. l'école. Pour moi, c'est pas un emploi, c'est quelque chose. J'ai du plaisir à chaque jour. Ouais, Puis ouais. en gros, c'est mes collègues qui ont une grande partie de cette joie. Donc, vraiment, je peux pas nommer tout le monde, malheureusement, mais je vous remercie tout pour l'impact. Je pense un peu à un casse-tête. Chaque personne C'est a ça. vraiment C'est être ça. un petit morceau qui m'inspire à devenir une meilleure personne chaque jour. Mais c'est tellement vrai. Merci pour ça, Gabriel. Les gens, j'espère qu'ils vont entendre ça parce qu'ils le méritent, ces gens-là, c'est certain. Tu sais, souvent, on va dire que ça prend un village, hein, Gabriel, mais c'est bien plus que juste élever un enfant. Ça prend un village pour nous autres aussi, les adultes là, qui œuvront avec ces enfants-là pour les accompagner dans cette période-là de leur vie, pour faire une équipe, pour créer un climat de confiance, pour toutes ces belles choses-là. Pour que ça marche, là, c'est pas individuel, cette affaire-là, là, ça prend du monde. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Puis, c'est tellement important de célébrer des gens là, qui font des belles choses. On ne l'entend pas souvent. Il y en a qui ont de la misère même à recevoir des compliments de même. Mais je suis content que tu les aies fait, Gabriel. Et puis, parlant d'inspirer les gens, euh, comme telle qu'une saison qui a déjà passé, ben là, je demande à mes invités de choisir une citation qui les inspire. Ça fait que, Gabriel, je t'avais demandé ça, je t'avais posé la question. Je pense que tu avais dit avant l'enregistrement que tu t'as changé de citation. C'est bon, c'est correct. Fait que, as-tu une citation à partager avec nous? Puis, de quelle façon est-ce que, pourquoi tu l'as choisi, puis comment ça résonne là, avec ton parcours et ton expérience? Je dois donner tout le crédit à ma tante Louise qui Merci, ma m'a tante Louise, dit, on t'aime. on t'aime beaucoup, c'est certain. Elle m'a dit cette citation, puis aussitôt, j'ai dit oui, c'est ça que j'aimerais partager. OK. La citation est de Romain Roland. OK. Quand on ose, on se trompe souvent. Mhm. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Oh. Donc, pour moi, c'est très inspirant puisque souvent, moi, personnellement, je vais dire, oh, j'aime ça sortir de ma zone de confort, j'aime ça faire les choses, mais c'est vraiment de faire, de oser de faire les choses. Donc, par exemple, juste Mhm. venir sur ce Mhm. podcast, quand tu m'as demandé, la première réaction, c'est tous les pensées négatives qui ont sorti. Mais là, je me dis, si je veux être une personne je veux être moi, je dis souvent que je veux sortir de ma zone de confort, mais Ouais, c'est une ouais, chose de le dire, ouais, mais de faire l'action, je ouais. pense que c'est très important. Puis pour moi, c'est juste d'essayer des nouvelles choses chaque jour. J'ai, j'ai discuté un peu beaucoup de mes succès, mais qu'est-ce qui est caché en arrière de ça, c'est tous les fois que j'ai essayé quelque chose en classe qui n'a pas bien réussi. Hmm. Chaque jour, quelque chose de nouveau et au lieu de prendre ça comme quelque chose qui n'a pas réussi, j'essaie de prendre ça comme une motivation pour m'aider à Hmm. m'améliorer pour la prochaine fois. Hmm. Donc, pour moi, c'est très important de faire les choses, de essayer des nouvelles choses, demander des questions, de partager toutes les petites choses que on a plusieurs idées qui se passent dans la tête, puis on dit souvent on va faire ça plus tard, Ouais, mais juste de soit l'écrire ou soit juste le faire, tu as tellement un sentiment d'accomplissement et de gratitude après que tu as exactement. fait quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai faites dans ma vie que j'ai regrettées Hmm. et il y a beaucoup de ces choses qui ont été très difficiles à commencer. Mais je pense que quand on ose, on a des belles choses qui nous arrivent. Donc, C'est ça. C'est ça. c'est quelque chose, cette citation. Merci encore, Louise, qui m'a donné ça. Ouais. C'est quelque chose qui va rester avec moi pour longtemps. Puis on l'a entendu, tu sais, comme tu as dit, c'est drôle, tu as parlé de la citation, tu l'as lu.
Puis c'est comme, tu sais, j'ai entendu cet élément-là à travers de ton discours, là, tu sais, de notre conversation d'aujourd'hui. Fait que je pense que ça frappe bien. Plusieurs points dont tu as porté sur la table, Gabriel. Puis c'est vrai, hein, tu sais, quand il y a des gens qui disent, ben, je vais peut-être prendre le risque, là, peut-être plus tard, peut-être, tu sais, avec le temps. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils doivent réaliser, c'est que souvent, quand on veut s'améliorer, on va atteindre un autre niveau, on va atteindre un objectif, c'est pas le temps qui fait en sorte qu'on l'atteint, c'est le courage. Ça, c'est avec bien des affaires, là, des conversations courageuses, créer un climat de confiance dans une équipe. Toutes ces choses-là, ça vient pas avec le temps, ça vient avec le courage, puis l'action de le Mhm. faire. Ça fait que, tu sais, souvent, moi, je vais me dire, Gabriel, tu sais, j'ai rien à perdre, tout à gagner. Par contre, parfois, quand on prend des risques, on peut avoir quelque chose à perdre. Toutefois, quand on pense à qu'est-ce qu'on peut gagner, c'est là qu'on voit que le retour sur notre investissement peut être beaucoup plus grand, puis le risque, ben, ça en vaut la peine. Fait que, tu sais, des fois, il faut juste sauter les deux pieds dedans, puis dire, let's go, je vais lui donner mon meilleur shot. Mais qu'est-ce que je risque de gagner, là, c'est pas mal extraordinaire, en plus de mon sentiment personnel d'efficacité, là, tu sais, comme je me sens bien que Mhm. je l'ai fait aussi. Fait que ma confiance augmente. Donc, une excellente citation, Gabriel. Puis écoute, les gens, on arrive à la fin de notre conversation. Puis parfois, il y a des gens qui nous écoutent qui aiment communiquer avec les invités. Tu sais, comme là, tu as parlé de l'approche collaborée et réflexive. Il y a peut-être des gens qui ont des questions, qui aimeraient te poser des questions. Fait que si il y a des gens qui écoutent, s'ils voulaient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent m'envoyer un courriel. J'aimerais vraiment ça OK. communiquer avec vous. On peut avoir une discussion par courriel ou par téléphone. Comme ça me ferait vraiment plaisir de partager et d'apprendre de votre expérience aussi. Mon courriel, c'est Despatie, Despatie, à cscmonavenir.ca. Je suis certain que Joël va le mettre dans la description. Donc, envoyez-moi un courriel, puis ça me ferait plaisir de partager avec vous. Absolument. Ça, c'est la plug habituelle qui dit si vous voulez communiquer avec Gabriel, vous n'avez qu'à vous rendre à inspireleadership.ca dans la section podcast parce que, ben, en cas que vous ne le saviez pas, je publie tout le temps toujours une page pour chaque épisode avec la biographie de mon invité. C'est de la façon que vous pouvez le rejoindre. Donc, son adresse courriel va être là, inspireleadership.ca dans la section podcast. Rendez-vous là, ça va être disponible pour vous. Donc, Gabriel, écoute, merci d'avoir passé du temps avec moi. Ça a été très, très apprécié. Tu as fait des beaux partages, des stratégies, des approches, des façons de faire, des philosophies. Même, tu as parlé de ma tante Louise, qui t'a donné une belle citation. J'aime ça. C'est ça, qu'est-ce que c'est, hein? On parle, on apprend à se connaître. On est du vrai monde. Et puis, je suis certain que, tu sais, comme j'ai dit au début, là, il y a quelqu'un là, qui va avoir entendu quelque chose aujourd'hui là, qui avait besoin d'entendre. Ça fait que merci à toi, Gabriel. Merci à toi, Joël.